Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Le 8 mars, c'était la Journée internationale de la femme. Et la femme dans la vie de tous les jours, quelle est sa place? Quelle est sa place surtout dans le service à la personne, puisque c'est de ça qu'il s'agit de la discussion qui va suivre. Comment la femme prend toute cette place, comment elle occupe une place bien plus importante que l'homme, et qu'est-ce qu'elle apporte pour le bien-être de cette société. On en parle dans Causement Réunionnais. Le service à la personne, on va en parler avec Erwin Boyer. Bonsoir. Bonsoir. Et Johanna Ramako. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la responsable d'une structure. La directrice, puisque nous avons des responsables également. Donc, je dirige, de la structure. Voilà, donc, je qui s'appelle dirige le service d'aide et d'accompagnement à domicile, SCOPSIR. D'accord. Et vous êtes donc allez-y. Donc, moi, je suis référente sur le secteur Est, également à la SCOPSIR. D'accord. Quand on dit le service à la personne, je vous pose la question à vous deux, comment on peut définir service à la personne? Alors, c'est une assistance à la personne dans les actes de la vie courante, une assistance pour l'entretien du logement, l'hygiène du corps, l'assistance pour la prise aussi des médicaments, sous pilulier, évidemment, l'assistance au déplacement. Voilà, ce sont des personnes, on a affaire à des personnes vulnérables et qui ont besoin d'une assistance humaine, voilà, au quotidien. Donc, on parle de personnes vulnérables, donc des personnes âgées. Nous intervenons auprès des personnes en situation de handicap et des personnes atteintes de pathologies chroniques. C'est la définition que vous aviez? Oui, effectivement, c'est une aide là au quotidien, un passage régulier. Souvent, il y a des gens qui sont isolés aussi. Donc, Et ce travail, c'est méchant ce que je vais dire, mais je vais vous dire, est réservé aux femmes? il commence à y avoir des hommes. Il y a quelques hommes, mais c'est vrai que la majorité sont des femmes. Quel est le pourcentage de femmes qui travaillent dans le service à la personne? On peut aller jusqu'à 97%. Oui, oui. Alors, ça veut dire aussi quelque chose, c'est notre société. Peut-être que les femmes savent mieux s'occuper des autres. On peut aussi l'interpréter de cette manière. Je ne vais pas dire ce que je pensais, mais j'espère que vous l'avez vu. C'est du vécu, monsieur Ramoudou. J'en parle parce qu'on a des perles chez nous qui s'occupent de ces personnes qui ont besoin d'une aide à leur domicile. Oui, il commence à y avoir des hommes, mais ce sont des hommes aussi qui savent être dans leur rôle, à leur place, à leur fonction. Oui. Donc moi, évidemment, je suis très ouverte à l'accueil des hommes, mais il faut bien constater une chose, c'est que ce sont des femmes majoritairement qui sont intervenantes à domicile chez nous. On a vu, dans l'histoire du monde, on voit que les femmes, il y a des moments où elles sortent du lot, elles manifestent, elles revendiquent, elles imposent des normes à la société. Aujourd'hui, que représente le service à la personne? Combien de personnes travaillent de manière générale dans le service à la personne? On est le premier employeur à La Réunion. Je crois, si mes souvenirs sont bons, l'année dernière, on parlait de 3000 personnes. Voilà, dans le service à domicile. Il y a le service confort et le service et accompagnement à domicile. Donc, c'est deux choses différentes, mais on est quand même premier employeur à La Réunion. Donc, c'est considérable. La femme prend autant de place pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de femmes? Disons que quand on reprend l'histoire, la femme, c'est celle qui organisait la maison, celle qui s'occupait des aînés qui étaient affaiblis par la maladie, par le vieillissement. C'est toujours celle qui s'occupe des autres. Les hommes aussi le faisaient, mais c'était quand même majoritairement à la femme de s'occuper des membres de la famille. Donc c'est une continuité de l'activité. Qu'est-ce qui a conduit Johanna vers ce métier, le service à la personne? Quelle a été la motivation? Il faut aimer les gens, il faut aimer le contact. Et puis ça change tous les jours, on voit de tout tous les jours, on fait beaucoup de rencontres et
Et au sortir, après des interventions, on se sent comme soulagé parce qu'on a apporté une aide à quelqu'un et on nous dit merci. Voilà. Apporter une aide à quelqu'un, être présent, apporter le sourire, je pense que ce sont des éléments qu'aujourd'hui que vous regardez quand vous arrivez, s'il y a un sourire, si vous apportez un peu de soleil à la personne. Ce sont des éléments qui, j'allais dire, qui sont primordiaux dans le sens où c'est d'apporter un peu d'humanité à ces personnes si souvent sont isolées. Oui, beaucoup de personnes sont isolées, ils ont besoin d'un passage dans la journée, et puis ça apporte de la sécurité aussi, ils savent qu'il y a quelqu'un qui va venir. Oui. Et vous voyez, le vieillissement de la population montre que la pyramide des âges a beaucoup changé, le haut s'est élargi alors que le bas se rétrécit. On aura besoin de plus en plus de personnes pour s'occuper de ceux qui vieillissent et qui sont de plus en plus dépendants. Comment cette société doit se préparer justement pour être, j'allais dire, efficace? Alors, oui, il y a un enjeu. Le vieillissement, c'est un enjeu majeur de notre société, réunionnaise mais aussi hexagonale, et même mondiale. Il nous faut préparer les formations, au travers des formations, les emplois de demain. C'est ce que la loi ASV de 2015 a commencé à faire, mais il faut encore professionnaliser. C'est très important parce que quand on parle de personnes âgées, on parle aussi des pathologies telles que la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées. Et ce sont des pathologies très lourdes à prendre en charge. Et à domicile seul, c'est très complexe pour les personnes, pour les intervenantes à domicile. Donc il est important, il y a eu la loi ASV 2015, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et il y a aujourd'hui la loi grand âge et de l'autonomie, dont les débats ont été suspendus à cause de la Covid, mais il y a un débat qui est engagé pour améliorer cette prise en charge à domicile parce que il faut absolument que les intervenantes à domicile soient mieux armées au niveau de la formation. Nous nous occupons également aujourd'hui des personnes atteintes des troubles du comportement, des troubles d'humeur, bipolarité, schizophrénie. Donc, ce sont des pathologies très lourdes. Et si nos intervenants ne sont pas suffisamment formés à ces maladies, eh bien, ça va être très difficile la prise en charge. D'autant que nous sommes dans la santé, les lois de santé publique favorisent davantage le maintien à domicile, privilégient davantage le maintien à domicile que l'hospitalisation ou la construction, la création des EHPAD ou des hôpitaux adaptés à l'accueil de ces personnes et de ces pathologies. Donc il nous faut absolument accentuer la formation des intervenantes à domicile. Alors, puisque les pathologies justement augmentent, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le service à la personne, il y a de moins en moins de gens qui arrivent avec l'envie d'apporter un service, mais il faut vraiment répondre à des exigences de ces personnes. Comment vous allez maîtriser justement, on voit dans les lycées aujourd'hui, on le voit comme dans le lycée de Sainte-Anne, on prépare aujourd'hui les jeunes à aller vers ces métiers de service à la personne, mais comment faire pour que ça aille un peu plus vite, parce que ça ne va pas vraiment... Genre que les jeunes qui sortent ont encore beaucoup à apprendre. Alors, les jeunes ont beaucoup à apprendre, mais il faut les accompagner. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes d'hier, monsieur Ramoto. Voilà. Il manque un petit peu de maturité. Pour s'occuper des personnes vulnérables, il faut être responsable. Il faut avoir une bonne posture professionnelle. Et le fait que le législateur, à un moment donné, ait basculé le service à la personne dans le domaine du médico-social, ce n'est pas anodin. C'est que ça demande une posture professionnelle, médico-sociale, des pratiques professionnelles centrées sur l'humain, avec des règles, avec des normes, avec un cadre défini et qui permet une meilleure prise en charge. Donc ces jeunes,
Eh bien, effectivement, il faut les accompagner dans cette formation. Il faut que les formations soient beaucoup plus étayées. Et évidemment, quand on parle de formation, on parle aussi de stage, de lieu de stage. Et à Scopsir, nous accompagnons les jeunes en apprentis. On a fait le pari de prendre 20 apprentis cette année. On voit les difficultés parfois qu'on a à accompagner les jeunes dans cette démarche de professionnalisation parce qu'il y a des fondamentaux qui ne sont pas acquis, tels que voilà, la maturité, la responsabilité de quelqu'un. Quand on va chez quelqu'un s'occuper de cette personne affaiblie par la maladie, par le vieillissement, eh ben, il faut être responsable, il faut avoir les épaules solides. Et c'est peut-être là où les choses pêchent. Donc je pense qu'il y a un préalable à faire avant même la formation, démarrage de la formation technique. Il faut rappeler aux jeunes eh bien, ce que c'est que s'occuper de quelqu'un. Voilà, au-delà de la technicité, je parle. Comment vous avez fait, justement, pour rentrer, pour apprendre? Comment vous avez dû serrer les dents, justement, quand il y a des choses que vous avez découvertes qui n'étaient pas dans votre façon d'être? Comment vous avez appris? Moi, je pense qu'il faut écouter ce que la personne souhaite, être patiente et il faut s'adapter à la situation. Tout à fait. Quelle a été votre formation avant de commencer? Alors, j'ai fait une mention complémentaire d'aide à domicile, CAP, BEP, petite enfance, CAP, petite enfance, BEP, d'aide à la personne. Et je pense que c'est pas évident parce qu'il faut faire avec l'environnement, la famille, les enfants. Il faut s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez encore continuer à vous former? Ah oui, on apprend tous les jours. On voit, il y a pas mal de situations qui sont différentes. Je pense qu'il faut être beaucoup à l'écoute. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou à une jeune qui veut découvrir ce métier, qui veut pratiquer ce métier? Qu'est-ce que vous leur donneriez comme, je dirais, comme conseil de formation, bien sûr? Je pense qu'il faut être beaucoup dans la pratique, effectivement. Les apprentis qui sont avec nous, ils sont dans la réalité des choses, en fait. Ils sont sur le terrain et il faut être beaucoup dans la pratique. Et il faut avoir de l'empathie. Il faut avoir des qualités humaines. Vous voyez les fondamentaux dont je vous parlais? Il faut aimer les gens. Vous ne pouvez pas venir dans le médico-social, travailler sur l'humain, avec l'humain, si on n'aime pas les gens. Donc il faut avoir cette patience, cette capacité d'adaptabilité, parce que c'est un environnement qui bouge, qui est en mouvement, et il faut s'adapter. Aujourd'hui j'arrive, je fais des choses, demain j'arrive, il y a d'autres choses qui bougent, les membres de la famille qui vont venir voilà, questionner, interroger, et il faut faire avec, mais il faut d'abord des qualités humaines pour s'occuper des autres. Le respect aussi, c'est bien beaucoup. sûr. Le service à personne est une activité qui évolue parce que la loi entre de plus en plus dans la gestion, mais de plus en plus de cadres. Est-ce que justement ce cadre-là, il change parce que ça veut dire que les jeunes qui arrivent doivent connaître ce cadre-là. C'est plus seulement s'occuper d'une personne et faire, parce qu'aujourd'hui il y a aussi les médicaments, il y a les pathologies, ce qui veut dire que ce métier est vraiment un métier d'avenir puisque la population vieillit. Comment quand même faire en sorte que les gens gardent cette humanité, cette convivialité, cette relation à la personne et en même temps acquièrent un cadre qui parfois est rigide? Alors le cadre, il n'est pas rigide. Enfin, du moins, il ne faut pas penser le cadre de cette manière. Le cadre permet de définir, de délimiter de définir les limites de chacun. Voilà. Quelles sont les limites de l'intervenante à domicile? Quelles sont les limites de la famille chez qui j'interviens? Et le cadre protège. Donc moi, je préfère voir les choses de cette manière-là. D'accord. Le cadre légal doit protéger. Et puis quand le cadre, par exemple, on peut penser qu'un cadre familial est un petit peu plus rigide qu'un autre, eh bien, il faut apprendre à bouger dans le cadre. Voilà, le cadre, il est carré, mais il faut aussi faire des arrondis. Et ça, c'est possible quand on a
beaucoup de... quand on sait s'adapter, voilà. C'est un cadre qui est en mouvement, donc il faut accepter cette idée-là. Mais le cadre protège les conditions de travail de l'intervenante et aussi le fait qu'on est à domicile. Alors, c'est un cadre atypique parce qu'on est dans un cadre professionnel au domicile, mais c'est une sphère privée. Donc, il faut pouvoir aussi bouger avec ce cadre mouvant-là. Voilà. Donc, moi, en tant que directrice, je vais poser le cadre par le règlement intérieur qui définit ce qui est autorisé, ce qui est interdit pour l'intervenante. Et le règlement de fonctionnement, ce qui est interdit, ce qui est autorisé en faveur du bénéficiaire. Vous voyez, chacun un cadre. Voilà, on sait à qui on a affaire, à quoi on a affaire, donc on peut commencer à travailler. Mais évidemment, on doit aussi gérer les lots d'imprévus. Parce qu'on est au domicile de la personne avec tout ce que cela implique comme aléas. Et il faut aussi, petit à petit, apprendre à gérer les aléas. Mais la direction est là pour cela, pour aider les intervenants à le faire, et les responsables de secteur. Voilà. Alors, il y a la direction, la responsable de secteur, le référent et les intervenants. Voilà. Donc, le référent, comme Johanna, le référent, c'est le trait d'union entre la responsable et l'intervenant. Donc, les intervenants ne sont jamais seuls. Il y a toujours un accompagnement. Et dans les situations les plus complexes, la direction vient en soutien également sur le terrain. Ce cadre-là, il est utile pour le travail. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait, il y a des protocoles à suivre. Ça aide, ça contribue à la réussite du travail. Oui, parce qu'il faut qu'on sache ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Et puis pour compléter ce que disait Madame Boyer, c'est aussi faire appel aux autres professionnels quand c'est nécessaire et quand on sait qu'on a atteint nos limites. C'est très important, effectivement, la coordination, parce qu'on parle du service à la personne, mais à côté du service à la personne, il y a le soin aussi. Voilà, le soin à domicile. Donc, nous travaillons aussi en bonne intelligence avec les autres professionnels qui interviennent autour de la bénéficiaire. Ça peut être le kiné, ça peut être l'ergothérapeute, ça peut être l'infirmier. Donc, on doit se concerter à minima pour travailler dans le même objectif. Quelqu'un qui est en perte d'autonomie, comment est-ce que moi je vais aussi travailler à récupérer un petit peu de sa motricité fine. Voilà. Donc, on est tous dans la même dynamique et nous travaillons au même objectif. Ces dernières années, comment a évolué justement cette activité? Est-ce que j'allais dire, l'intervenante est de mieux en mieux formée, donc beaucoup plus suivent des protocoles, et les personnes de plus en plus isolées sont de plus en plus exigeantes, je pense. Vous arrivez à trouver un équilibre avec ça, dans ce genre de contexte? Il faut de l'expérience. C'est vrai que les familles demandent souvent des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc c'est vrai que les jeunes qui arrivent, qui sortent de formation, ils n'ont pas forcément d'expérience. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut beaucoup de pratique, être dans la réalité. Et dans cette formation qu'on apporte aux jeunes, est-ce qu'on leur apprend la psychologie, on leur apprend à gérer leurs émotions, on leur apprend à être à l'écoute? On a parlé d'empathie, vous avez parlé d'empathie tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont préparés physiologiquement à vivre cette situation? Pas suffisamment. Si on aborde au travers d'un module, c'est pas suffisamment creusé. D'ailleurs, la formation des ADVF, des ADVH dure entre 6 mois et 8 mois. Voilà. Il y a AES, effectivement, qui est beaucoup plus étayé, beaucoup plus intéressant, et ça se passe à l'IRTS. On va essayer de donner les éléments. AES, ça veut dire assistant éducatif et social. Et les deux autres du avant? ADVF, assistant de vie aux familles et assistant de vie aux personnes handicapées. Voilà. Ouais. D'accord. Et pour revenir à ce que vous disiez en termes d'évolution, c'est très important de parler de l'évolution des intervenantes à domicile. Il y a encore dans les représentations sociales l'idée d'une femme de ménage. Les intervenantes à domicile ne sont pas des femmes de ménage. Et ça, c'est important. Parce que certains bénéficiaires, parfois, présentent l'intervenante comme étant « c'est ma femme de ménage ». Non, ce n'est pas une femme de ménage. C'est une personne formée à l'accompagnement social. Et cette dimension sociale doit être absolument intégrée. Donc, la nouvelle loi qui est en train d'être... qui malheureusement a été suspendue, mais où on reprendra les débats,
cette nouvelle loi permettra davantage de faire évoluer le statut de l'intervenante à domicile. Mais ce n'est certainement pas une personne, une femme de ménage, bien qu'elle fasse l'hygiène de la maison, du logement, c'est le premier acte d'humanité. C'est la lecture médico-sociale des choses. Le premier acte d'humanité, on ne peut pas commencer à mettre en place des actions sociales, un accompagnement social au domicile, si on n'évolue pas dans un cadre propre. Donc l'hygiène du logement et l'hygiène du corps sont des éléments très importants. Voilà. Mais ça ne fait pas d'elle une femme de ménage et j'insiste énormément là-dessus. C'est là, dans la définition, c'est vrai quand même que la personne va s'occuper d'une personne âgée, s'occupe de son ménage, de ses courses, de son manger, mais on ne regarde pas tout le travail qui accompagne la psychologie à avoir pour être à l'écoute, pour vraiment apporter, parce que parfois l'intervenante est la seule personne que cette personne Tout à fait. va voir dans la journée. C'est pour ça que ça va bien au-delà d'un statut de femme de ménage. Bien au-delà. Et c'est pour ça que l'accompagnement social prend toute sa dimension. La discussion avec l'autre, la stimulation pour les personnes Alzheimer, la stimulation de la mémoire. Il y a tout un tas de choses qui sont mises en place pour participer à l'épanouissement de la personne et répondre aux problèmes que causent les maladies. Mais tout ça, malheureusement, n'est pas suffisamment connu, du grand public. Et puisque vous me donnez l'occasion de le faire, je veux absolument que ce soit intégré. Les intervenantes à domicile sont des professionnels du social. D'accord, on va rester sur cette posture-là. On aura l'occasion de le développer un petit peu et surtout de vous montrer le travail des professionnels du service à la personne, de voir comment aujourd'hui ils sont nécessaires à une société réunionnaise qui ne garde plus les personnes âgées au sein de la famille, mais qui les place en structure, professionnelle. Donc voilà, on aura l'occasion d'en parler. Je vous remercie, Amy Maillet, donc je suis directrice de COPSIR, et également Johanna Ramako, qui est donc référente de l'Est. Merci de nous avoir présenté le service à la personne. On aura l'occasion de revenir là-dessus et aussi de vous montrer un petit peu les formations. Je vais vous commencer à vous en parler puisqu'on va regarder 3 sujets. Donc, ça se passe au lycée de Cluny à Saint-Usaine. Vous allez voir d'abord c'est quoi ce lycée et vous allez voir entendre sa directrice Véronique Alzan et la documentaliste vous présenter d'abord la structure. Je vous retrouve juste après.
Le lycée Cluny est un établissement scolaire privé sous contrat avec 2 ministères, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Éducation nationale. Au niveau du lycée agricole, nous proposons des filières services aux personnes, du CAP au BTS, avec un BTS qui s'intitule Développement et animation des territoires ruraux. Nous avons également une filière commerce qui va du CAP au BTS. Nous proposons donc le CAP équipier polyvalent de commerce, le bac pro commerce ainsi que 2 BTS, le BTS NDRC, négociation, digitalisation de la relation client et le BTS commerce international. Nous avons aussi un bac pro gestion administration et un autre bac pro tourné vers les métiers de l'accueil. Depuis 2019, nous avons mis en place un dispositif Ulysse sur la classe du CAP équipier polyvalent de commerce afin d'accueillir des jeunes porteurs de handicap. Nous avons également une 3e prépa métier qui s'adresse à des jeunes qui sont en perte de vitesse pour les remotiver et ainsi leur permettre d'avoir une orientation en fin de cursus. Tous nos élèves effectuent des stages pendant leur formation. Nous disposons maintenant d'un réseau de maîtres de stage bien étoffé sur tout le territoire. Depuis plusieurs années, notre lycée s'est modernisé. Nous disposons actuellement d'un parc informatique de plus de 200 ordinateurs. Pour les travaux pratiques, nous disposons de salles spécialisées selon les filières, une cuisine pédagogique, une salle de santé et plusieurs salles de vente. Chaque année, le lycée Cluny affiche de bons résultats aux examens. Nous avons un taux de réussite en moyenne de 85%. Côté pratique, les élèves peuvent bien évidemment bénéficier des bourses nationales et des transports scolaires. Les jeunes de l'établissement ont la possibilité de se restaurer sur place dans notre cantine qui propose des repas chauds ou du snacking. En bref, le lycée Cluny, c'est 60 enseignants, 15 personnels administratifs et techniques. C'est un lycée à taille humaine qui œuvre au quotidien pour l'accompagnement des jeunes dans la construction de leurs projets. Nous vous invitons à prendre contact avec nous rapidement, à venir visiter notre établissement et découvrir les filières que nous proposons. Alors la mission d'un CDI, c'est avant tout de faire vivre un fonds documentaire, ce qu'on appelle un fonds documentaire. Alors il est avant tout scolaire, bien évidemment, même si on a un espace de lecture libre et de détente. Donc ce fonds documentaire, on le fait vivre en fonction des différentes filières qu'on peut ouvrir. Et on le tient à jour, on garde des documents vivants, c'est-à-dire pas trop vieux et en adéquation avec le monde économique, social. Et on a aussi la spécificité de s'intéresser au décrochage scolaire. Et donc on reçoit en individuel des élèves, soit quand ils se sentent eux-mêmes mal, soit quand ils sont signalés par un enseignant dans une situation un petit peu de fragilité ou d'urgence. Et on fait des entretiens individuels, soit éventuellement on leur remet un peu le pied à l'étrier, soit on met en place un dispositif de soutien scolaire avec eux. Ils viennent nous voir quand ils ont un moment de libre et on les aide dans les différentes matières. Et on fait aussi un accompagnement à l'orientation, post-3e, post-bac, post-BTS. Le CDI vous accueille pour vous aider à réussir dans vos études, pour vos recherches de stage, mais également pour faire du développement personnel. Nous avons donc créé différents ateliers comme la relaxation, la gestion du stress, la préparation aux examens. Tous les lundis matins de 7h à 7h30, juste avant le début des cours, vous pouvez venir au CDI pour passer un temps pour se poser, se reposer et se préparer à démarrer la semaine.